dans le petit jardin entouré de murs de pierre claire, un soleil délicat filtrait à travers les ramures d'un vieux cerisier et venait se poser, tiède, sur les pétales froissés des cyclamènes. Là, toujours au même endroit, Lucas passait ses après-midi. On avait placé son fauteuil roulant de façon à ce qu'il bénéficie d'une subtile caresse lumineuse sans jamais être brûlé. Une couverture douce, son talisman contre l'anxiété du monde, reposait sur ses jambes fines, même lorsque l'air était tiède. Du haut de ses 6 ans, il possédait déjà ce regard grave, presque adulte, de ceux qui ont appris trop tôt que la vie peut se dérouler au ralenti, millimètre par millimètre, entre protocoles médicaux et horaires immuables. Tout autour de lui semblait réglé par un métronome invisible, chaque jouet rangé par couleur, chaque séance de kinésithérapie fixée à la minute près, chaque visite chez le spécialiste ajoutée à un calendrier épais comme un dictionnaire. Son père, Rodrigue, orchestrateur infatigable de ce ballet, veillait sur le moindre détail avec une minutie de chirurgien. Pourtant, ce qu'espérait Lucas ne figurait sur aucune feuille à en-tête ni dans aucune liste imprimée. Son rêve ne nécessitait ni ordonnance ni autorisation, il voulait simplement rire, courir, tomber et se relever comme les enfants qu'il espionnait depuis la fenêtre du salon. Chaque nuit, son imagination s'emparait de ses muscles endormis, il se voyait traverser la pelouse à grande foulée, soulevant des éclats de terre et d'herbe, respirant la liberté à plein poumon. Et, depuis quelque temps, une figure nouvelle s'invitait dans ses songes, une fillette sans nom, un peu sauvage, toujours pieds nus, qui apparaissait comme par enchantement de l'autre côté de la grille du jardin. Un après-midi où les nuages faisaient des arabesques d'ivoire dans le ciel, la fillette franchit l'ouverture discrète entre 2 barreaux tordus. Ses vêtements portaient la poussière de la rue, ses cheveux châtain clair formaient des nœuds indociles, mais ses yeux brillaient d'une audace tranquille. Elle s'approcha de Lucas sans la moindre hésitation, comme si ce fauteuil n'existait pas, comme si toutes les barrières, visibles ou invisibles, avaient fondu. « Tu habites ici » demanda-t-elle de sa voix rauque, presque étonnée. Lucas, pris au dépourvu, hocha simplement la tête. Peu d'enfants l'abordaient sans détour ou sans regard fuyant, la plupart se recroquevillaient sous la gêne ou la pitié, laissant dans leur sillage un malaise plus lourd qu'un silence. Elle, non. « Tu veux jouer » lança-t-elle, l'air de parler d'un secret délicieux. Aucun mot ne lui vint. Jouer était un verbe qu'il croyait rangé à jamais dans le grenier de ses impossibilités. Pourtant, ce jour-là, il sentit un fil ténu se tendre entre leurs 2 existences. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain, fidèle comme une promesse d'aube. Au bout de quelques visites, elle révéla s'appeler Émilie. Son sourire oscillait entre timidité et défi, elle semblait porter dans son petit corps tout entier la liberté d'un oiseau des champs. Elle racontait qu'elle aimait les chats errants, qu'elle avait déjà dormi sous un platane une nuit d'orage, que sa mère était, partie très loin, sans dire si elle reviendrait. Lucas l'écoutait avec la ferveur d'un astronome découvrant une nouvelle constellation. Chaque anecdote, même la plus anodine, devenait un éclat de magie dans l'ordinaire morne de ses journées. Souvent, Émilie arrivait avec un trésor improbable, un caillou gris tacheté d'ocre, un bouton en verre poli par le temps, une plume, elle les posait dans la main de Lucas et murmurait « Celle-ci est une pierre de courage, elle t'aidera à te lever. » Puis elle riait, un rire qui faisait vibrer l'air, si pur qu'il effaçait un instant ce fauteuil, ses béquilles et toutes les parois trop lisses de cette existence surveillée. « Je ne peux pas marcher » dit Lucas un jour, d'un ton presque coupable. « Je n'ai pas dit que ce serait facile » répliqua Émilie en haussant les épaules, comme si l'évidence ne devait jamais empêcher un rêve. Pendant ce temps, au dernier étage d'une tour de verre, Rodrigue signait des contrats sans toujours en lire les clauses finales. Son assistante décodait à la perfection son sourire crispé qui signifiait « on s'en charge ». Dans le pays entier, on murmurait son nom avec un mélange d'admiration et de crainte, il possédait des centres commerciaux, des gratte-ciel, une flotte de voitures de luxe, et assez d'actions pour faire osciller le marché. Mais depuis le décès brutal de son épouse, son univers, aussi vaste fut-il, s'était réduit à la taille d'une chambre d'enfant et d'un dossier médical. Rodrigue se donnait une seule mission, préserver la santé fragile de Lucas comme on protège une flamme sous un vent d'orage. Il avait acquis cette demeure ultra sécurisée, caméras, vigiles, personnel médical de garde 24 heures sur 24. Tout y était clinique, prévisible. Dans cette forteresse, le mot « imprévu » était banni. Lui-même, pourtant, éprouvait une terreur muette, entre 2 rendez-vous d'affaires, il se surprenait à envier la spontanéité des pères qui savaient simplement lancer un ballon, raconter une blague ou faire un câlin esquinté de rire. Un soir, après une visioconférence épuisante, Rodrigue se pencha contre la vitre de son bureau et vit dans le jardin une scène inconcevable, Lucas riait. Pas un sourire discret, non, un rire entier, la tête renversée,
la gorge offerte, les yeux pleins de lumière. À côté de lui, une gamine blonde poussait le fauteuil, zigzagant entre les buissons comme un navire affranchi. Le cœur de Rodrigue se serra dans un étau d'alarme. Il descendit 4 à 4 les escaliers. « Qui es-tu » lança-t-il d'une voix dure en approchant. Émilie lâcha les poignets du fauteuil, recula d'un pas, le visage fermé. Lucas tenta d'articuler un mot, une présentation peut-être, mais son père avait déjà saisi le bras maigre de la fillette et l'avait repoussé. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » « Pars immédiatement. » Émilie planta sur lui un regard chargé d'une colère que sa maigre silhouette rendait encore plus poignante, puis tourna les yeux vers Lucas, qui retenait des larmes. « Je voulais juste jouer, » dit-elle, avant de se faufiler hors de la grille aussi vite que le vent. Rodrigue, crispé, saisit le fauteuil et rentra son fils sans un mot. Il ne vit pas le visage de Lucas se tourner encore et encore vers le portillon. Le soir même, une fissure invisible se creusa dans la relation déjà fragile qu'ils partageaient. Durant les jours suivants, la maison jadis trop silencieuse devint littéralement muette. Lucas cessait de répondre aux questions, aux sollicitations du kinésithérapeute, aux plaisanteries des infirmières. Il demeurait immobile, les yeux noyés dans un océan intérieur dont nul n'avait la carte. Rodrigue voulut croire à un caprice passager. Mais une semaine s'écoula, aucune amélioration. Il fit livrer un train électrique géant, engagea un chef pour préparer des gaufres croustillantes, embaucha même un mime réputé pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Rien. Lucas demeurait enfermé derrière un mur invisible. Un après-midi, alors que le kiné venait de partir, Rodrigue s'assit, épuisé, face à son fils dans la salle de jeu, une table couverte de figurines interstellaires entre eux. « Dis-moi ce qui ne va pas, murmura-t-il. Si tu ne m'expliques pas, je ne peux pas t'aider. » Lucas fit glisser un cordon de son sweat entre ses doigts, comme pour se fabriquer un courage. « C'est à cause de la fille » demanda son père. « Elle t'a blessé ?» Pour la première fois depuis des jours, Lucas leva les yeux. Sa colère, pure et tranchante, fit frissonner Rodrigue. « Elle, ne me regarde pas avec pitié » souffla Lucas. « Elle ne voit pas le fauteuil. Elle me fait oublier que je suis malade. » Le souffle du père se bloqua. Il avait craint qu'Émilie soit une mauvaise fréquentation, mais c'était tout le contraire, elle était entrée dans la vie de son fils comme un rayon de soleil entr'ouvre un volet rouillé. « Tu l'as chassée sans même me laisser parler » continua l'enfant. « Tu l'as traitée comme si elle n'était rien. » Les mots résonnèrent longtemps dans la pièce. Cette nuit-là, Rodrigue erra dans sa vaste maison comme un fantôme. Dans son bureau, il éteignit enfin l'ordinateur, coupa son téléphone, ferma les rideaux. Il laissa surgir un sentiment qu'il avait étouffé depuis la mort de sa femme, le remords. Devant ses yeux fermés, il revit la silhouette menue d'Émilie poussant le fauteuil, et le rire cristallin de Lucas qui fendait le jardin comme une cloche de fête. À l'aube suivante, Rodrigue prit une décision qu'aucun agenda n'avait prévue, il n'irait pas travailler. Il annula ses rendez-vous, laissa ses associés se débrouiller avec les urgences financières et, une tasse de café entre les mains, il guetta le portillon du jardin comme on attend un miracle. Vers 10 heures, un bruissement de feuilles le fit tressaillir. Émilie venait d'apparaître, plus sale encore, les cheveux noués d'herbes folles. Elle hésitait, prête à fuir si l'adulte haussait la voix. Rodrigue posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et descendit d'un pas lent, sans ses habituelles chaussures vernies il portait de simples baskets oubliées dans un placard. Devant la grille, il prit une inspiration profonde. « Émilie ?» Il goûta la douceur inédite de ce prénom. « Je m'appelle Rodrigue, je suis le père de Lucas. Je suis désolé pour l'autre fois. » La fillette haussa un sourcil, méfiante. « Je voulais le protéger, » continua-t-il, et j'ai agi sans réfléchir. « Lucas aimerait te revoir. Moi aussi, j'aimerais apprendre à te connaître. » Émilie remua les orteils nus dans la terre, puis hocha lentement la tête. Rodrigue ouvrit le portillon, un geste symbolique, renonçant à un fragment de son contrôle. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la terrasse où Lucas attendait. Quand l'enfant aperçut la petite silhouette, ses yeux s'illuminèrent d'une joie presque douloureuse à contempler. Ce matin-là, la routine se brisa enfin, pas de séance de kiné, pas de chanson d'éveil planifiée. Émilie raconta ses aventures nocturnes, Lucas brandit ses cailloux magiques, et Rodrigue, assis sur l'herbe, se découvrit la capacité de rire sans arrière-pensée. Il comprit que protéger un enfant ne signifiait pas l'enfermer dans une cage dorée, mais lui offrir des raisons d'espérer au-delà de ses limitations. Le vent emporta ce jour-là les vieilles feuilles sèches de la peur,
et déposa dans le jardin quelque chose de nouveau, un parfum de liberté, fragile mais tenace, prêt à éclore entre deux battements de cœur. Ce n'était pas seulement en chassant une enfant sans même l'écouter que Rodrigue s'était trompé. C'était bien plus grave, il n'avait pas compris ce que son propre fils attendait de lui, ce dont son cœur fragile avait réellement besoin. Émilie n'était pas une menace. Elle était, au contraire, ce souffle de vie, cette complicité, cette lumière douce que Lucas n'avait jamais eue. Il fallait qu'il la retrouve. Sans perdre de temps, Rodrigue descendit au poste de sécurité de l'immeuble. Il exigea, d'un ton sans appel, les enregistrements des derniers jours. Le garde ne discuta pas. On ne contredisait pas Rodrigue. Il déclara simplement. « Je dois voir qui est entré dans le jardin cette semaine. » Les images défilèrent sur l'écran. Et soudain, elle apparut. Émilie. Petite silhouette fluette franchissant une ouverture dans la grille. Pieds nus, sac à dos déchiré en bandoulière, elle avançait avec assurance vers Lucas. Lui l'attendait, le visage illuminé d'un sourire rare. Il jouait, courait, riait. Elle poussait même doucement son fauteuil, l'encourageant à se lever. Un monde que Rodrigue n'avait jamais su offrir à son fils se révélait là, sous ses yeux, sur ce petit écran de vidéosurveillance. Il serra les lèvres. Passe au jour suivant. La vidéo montre à l'instant exact où il était intervenu. On le vit, la démarche tendue, les sourcils froncés, s'approcher d'eux. Émilie, effrayée, lâcha le fauteuil, recula, puis s'enfuit sans un mot. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus dur que la peur, le jugement silencieux d'une enfant blessée. « Y a-t-il d'autres images d'elle » demanda Rodrigue. Le garde acquiesça. Il fit avancer l'enregistrement. Le jour suivant, on la voyait de l'autre côté de la rue, près des poubelles d'un restaurant. Émilie fouillait dans les sacs, trouva une boîte mal fermée, l'ouvrit avec précaution et mangea avec les doigts. Seule. Invisible. Sans que personne ne lui prête attention. Rodrigue resta figé. Jamais il n'avait ressenti une telle honte. À quelle heure vient-elle d'habitude? Entre 14h et 16h. Toujours seul, répondit le garde. Sans ajouter un mot, Rodrigue sortit. Il monta dans sa voiture, sillonna les rues du quartier, scruta les parcs, les ruelles, les bancs ensoleillés, interrogea chaque coin où les enfants jouaient. Mais Émilie restait introuvable. Près d'une heure plus tard, il se gara devant le restaurant vu sur la vidéo. Il s'approcha des conteneurs, hésitant, presque honteux. Elle n'était pas là. Et puis, un bruit derrière lui. Il se retourna. C'était elle. Elle tenait un sac plastique troué, une veste trop grande sur les épaules. En le voyant, elle se figea, sur le point de s'enfuir à nouveau. « Attends » s'écria-t-il doucement. « Je ne veux pas te chasser. Je veux te parler. » Elle ne répondit pas, le regard plein de défiance. « Je voulais juste savoir comment tu vas. Et, si tu veux revenir à la maison. Lucas te cherche. » Émilie baissa les yeux. « Je n'ai pas de maison. » Rodrigue inspira profondément. « Maintenant tu en as une, dit-il en lui tendant la main. Elle le fixa, incertaine. Sa main sale, engourdie par le froid, hésita longuement. Puis, comme un chat blessé qui décide enfin de s'approcher, elle fit un pas, puis un autre. Et elle prit sa main. Ils rentrèrent ensemble, en silence. Dans la voiture, Émilie restait à l'arrière, le regard rivé à la fenêtre. Rodrigue, lui, conduisait lentement. Les mots lui manquaient. Il ne savait pas comment dire pardon. Il n'avait pas l'habitude, encore moins face à une enfant. En arrivant à l'immeuble, le vigile écarquilla les yeux. « C'est une invitée », déclara simplement Rodrigue. Et il poursuivit son chemin. Lucas était dans sa chambre, assis près de la fenêtre. Quand il entendit la porte, il se retourna sans grand intérêt. Mais lorsqu'il vit Émilie, son visage s'illumina d'un coup. « Émilie » dit-il, presque sans voix. Elle lui sourit. Un de ces sourires silencieux qui parlent plus fort que 1000 mots. Lucas glissa maladroitement de sa chaise et la rejoignit pour la serrer dans ses bras, fort, comme s'il avait retrouvé un trésor. Rodrigue observait depuis le seuil. Il se sentit étranger dans sa propre maison. « Je suis revenu » murmura Émilie à l'oreille de Lucas. « Je croyais que tu ne reviendrais pas, à cause de mon père. »« Je ne suis pas revenu pour lui, » répondit-elle. « Je suis revenu pour toi. »
Ces mots tombèrent comme un coup de poignard dans le cœur de Rodrigue. Mais il ne dit rien. Elle avait raison. Elle ne lui faisait pas confiance. Et elle avait toutes les raisons du monde. Ce soir-là, Émilie prit une douche chaude. La première depuis on ne sait combien de temps. On lui donna des vêtements propres, offerts par une des associations de l'immeuble. Lucas lui montra sa chambre, ses jouets, ses livres. Émilie regardait tout avec curiosité, mais ne touchait à rien. Comme si elle n'était là qu'en visite. Au dîner, ils s'assirent tous les trois. Rodrigue ne toucha presque pas à son assiette. Il les observait. Lucas racontait tout, le kiné qu'il n'aimait pas, la soupe affreuse, la maison devenue trop silencieuse sans elle. « Et toi, tu étais où » demanda-t-il. « Par-ci, par-là. À chercher à manger. Dormir où je pouvais. Quand il pleuvait, je me cachais à la gare. » Rodrigue sentit un nœud lui monter à la gorge. « Ça ne se reproduira plus, dit-il enfin. » Émilie le regarda, sans peur cette fois. « Pourquoi ? Tu m'as bien mise à la porte. » Silence. Lucas le regarda, attendant la réponse. « Parce que j'ai eu peur, » admit Rodrigue. « J'ai cru que tu allais lui faire du mal. Je me suis trompé. » Elle ne répondit pas. Mais dans son regard, il n'y avait plus de colère. Seulement la prudence d'une âme cabossée. Cette nuit-là, Lucas s'endormit vite. Émilie resta dans le salon. Rodrigue lui apporta une couverture, un verre de lait tiède. « Je ne sais pas combien de temps tu veux rester. Mais si tu veux, cette maison peut être la tienne aussi. » Émilie le regarda du coin de l'œil. « Je n'ai pas besoin de maison. J'ai juste besoin que Lucas ne soit pas seul. » Rodrigue acquiesça. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre de Lucas. Émilie dormait sur le canapé, recroquevillée, les pieds dépassants. Lucas ouvrit les yeux, la regarda longuement. « Tu es réveillée » murmura-t-il. Elle entr'ouvrit les paupières, lui sourit. « J'ai mieux dormi qu'à la station de métro » plaisanta-t-elle. Lucas éclata de rire. Un rire qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps. Rodrigue, resté dans l'entrebâillement de la porte, souriait sans oser entrer. Il descendit, prépara des toasts, du jus, et monta le tout sur un plateau. En entrant dans la chambre, il les trouva lisant un livre illustré, assis côte à côte. « Bonjour, dit-il. »« C'est toi qui as cuisiné » demanda Lucas, étonné. « Plus ou moins. Je ne garantis pas le goût. » Émilie goûta, mâcha lentement. « C'est bon. Bien meilleur que ce que je trouve dans les poubelles. » Rodrigue avala difficilement sa salive. Le kinésithérapeute arriva plus tard dans la matinée. Rodrigue s'attendait à une séance difficile. Lucas se fatiguait vite, râlait. Mais cette fois, tout fut différent. « Je peux rester » demanda Émilie. « Tu peux faire plus que regarder » répondit le kiné. « Si Lucas est d'accord. » Lucas acquiesça. Pendant la séance, Émilie resta près de lui. Discrète. Elle ne plaisanta pas. Elle encourageait juste. Quelques mots simples. « Tu peux y arriver. Regarde, presque fini. » Et puis, soudain, Lucas fit un pas. Petit. Ferme. Un vrai pas. Émilie applaudit. Le kiné sourit. Rodrigue sentit son cœur fondre. « Je suis fier de toi » dit-il en s'agenouillant devant son fils. « Merci, papa » répondit Lucas. Ce merci résonna en lui comme une prière exaucée. Cet après-midi-là, Rodrigue emmena Émilie dans une boutique. Ils ne dirent pas qu'ils allaient acheter des vêtements. Ils marchèrent simplement dans les rayons. « Choisis un sac » dit-il. « Celui qui te plaît. Pour l'école, si tu veux y retourner. » Elle le fixa. « Tu veux dire que je peux rester ? Je veux dire que la maison est meilleure avec toi dedans. » Elle serra le sac contre sa poitrine. Comme un trésor. Le soir, elle dessina avec Lucas. Monstres, châteaux, dragons. Rodrigue les observait depuis la cuisine. Ce n'était plus seulement son fils et une inconnue. C'étaient deux enfants qui avaient besoin l'un de l'autre. Et lui, il comprenait enfin. Un samedi matin, l'odeur du pain chaud emplissait la maison. Émilie descendit en chaussettes, son nouveau sac sur l'épaule.
Rodrigue l'avait inscrite à l'école la plus proche. Lundi serait son premier jour. Elle ne disait rien. Mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle. Une nervosité douce. Lucas, lui, parlait sans s'arrêter, lui expliquant les règles de la cour de récréation, les professeurs qu'il aimait, ceux qui donnaient trop de devoirs. Émilie l'écoutait, tartinant du beurre sur une tranche grillée. Et Rodrigue, les regardant tous les deux, savait qu'en ce matin simple, quelque chose de grand était né. Depuis la salle à manger, Rodrigue les observait chaque jour. Il les sentait de plus en plus proches, comme s'ils avaient grandi ensemble, comme si les jours avaient compressé les années. Lucas n'était plus le même. Il avait laissé derrière lui le silence pesant, la tristesse voilée, le regard éteint. Il redevenait un enfant. Après le petit déjeuner, Émilie monta dans la chambre d'Amy, devenue presque sa chambre, pour y mettre un peu d'ordre. Rodrigue, en passant devant la porte entr'ouverte, la vit sortir de vieux papiers froissés d'un sac défraîchi. « Qu'est-ce que tu as là » demanda-t-il, intrigué. Émilie sursauta légèrement, puis esquissa un sourire timide. « Juste des trucs à moi, des dessins, des souvenirs, quelques lettres. » Rodrigue s'approcha doucement, les yeux attirés par les feuilles jaunies. Elle hocha la tête et lui tendit une lettre pliée en 4. Il la déplia avec précaution. L'écriture était tremblante, enfantine, les mots tracés au crayon usé, plein de fautes, mais plein de cœur. « Mon cher homme en costume, je ne voulais pas vous déranger. Je voulais juste aider Lucas. Il est gentil. Il ne rit pas souvent mais quand il le fait, c'est joli. Ne lui dites pas qu'il ne peut pas jouer. Ça m'est égal s'il marche ou pas. J'aime juste être avec lui. Désolé d'entrer. J'ai nulle part où aller. Je ne veux pas qu'il soit seul. Désolé. Émilie. » Rodrigue sentit sa gorge se nouer. Il poursuivit sa lecture. Il y avait d'autres billets, d'autres fragments de survie, une liste de cachettes pour dormir sans se faire remarquer par la police, des croquis de Lucas en super-héros. « Quand as-tu écrit tout ça » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Après que tu m'aies chassé » répondit-elle simplement. « Je pensais qu'un jour, tu m'écouterais. Mais je ne t'ai plus revu jusqu'à ce que tu me recherches. » Rodrigue s'assit sur le lit, incapable de répondre. Cette petite avait vécu plus en 6 ans dans la rue que lui en toute une vie de confort. Et pourtant, aucune rancune, juste ce calme dur, forgé à force de tomber. « Tu veux les garder dans un endroit spécial » proposa Théil doucement. Elle secoua la tête. « Je veux que toi tu les gardes. » « Pourquoi ?»« Parce que maintenant, elles font aussi partie de ton histoire. » Rodrigue pressa les lettres contre son cœur. Plus tard, pendant la sieste de Lucas, il descendit à l'atelier. Il sortit une vieille boîte en bois, oubliée depuis des années, et y rangea les lettres. Sur le couvercle, il laissa une note manuscrite « Merci de nous avoir rendu la lumière. » Ce soir-là, Émilie lisait une histoire à Lucas, blotti contre elle. Rodrigue les observait depuis la porte entr'ouverte. Il comprit alors que l'amour ne vient pas toujours habillé comme on l'attend. Parfois, il arrive pieds nus, les cheveux emmêlés, un sac déchiré sur l'épaule, mais avec le pouvoir de réparer ce qu'on croyait irrémédiablement brisé. Le dimanche matin fut gris. Une fine pluie tapotait les vitres, le ciel semblait pleurer une vieille peine. Assis dans le salon, Rodrigue sentait un poids dans sa poitrine. Émilie jouait au sol avec Lucas, construisant un château en bloc. Il riait, se chamaillait doucement, mais lui n'arrivait pas à sourire. Parce qu'au fond, il savait, rien n'est jamais vraiment acquis. Après le déjeuner, il prit Émilie à part. « J'ai besoin de te parler » dit-il doucement. Dans la cuisine, il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « J'ai réfléchi à comment on pourrait faire pour que tu restes ici, légalement. » Elle fronça les sourcils. « Je peux pas rester si ? » Bien sûr que si. Mais il faut qu'un juge dise que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Que personne ne puisse venir t'arracher à cette maison. Je veux que tu fasses partie de cette famille. Émilie baissa les yeux. Elle croisa les bras comme si un courant d'air froid venait de s'engouffrer. Ça va mal finir, ça finit toujours mal. On me dit que je peux rester, puis on me met dehors, ou on m'oublie. Rodrigue sentit son cœur se déchirer. Je ne suis pas comme les autres. Je ne t'oublierai pas. Et s'ils essaient de te prendre, on se battra. Ensemble. Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête, lentement.
Cette nuit-là, Lucas se tortillait dans son lit. J'ai peur qu'elle soit plus là demain, dit-il à voix basse. Pourquoi tu dis ça, demanda Émilie depuis son matelas. Parce que papa a dit qu'il fallait des papiers, et quand les adultes font des papiers, les choses changent. Émilie s'assit, jambes croisées. Même si j'ai peur, je resterai. Je te le promets. Vrai, dit-il, les yeux brillants. Elle se leva, se glissa dans son lit et caressa ses cheveux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Rodrigue les observait, appuyé à l'embrasure. À cet instant, il comprit que cette fille était déjà sa fille, bien avant que la justice ne le dise. Le lendemain matin, Rodrigue se rendit au tribunal. Il expliqua, montra des vidéos, des lettres, des photos. Pendant ce temps, Lucas et Émilie attendaient à la maison, l'estomac noué. Quand Rodrigue revint, son visage était grave. Émilie, assise sur le canapé, le fixait. Lucas lui serra la main. Ce n'était pas facile, mais ils ont accepté de lancer le processus d'adoption provisoire. Ça veut dire quoi, demanda Lucas. Ça veut dire qu'Émilie peut rester ici, officiellement. Mais il faut prouver que c'est le mieux pour elle. Émilie ne dit rien. Elle se jeta dans les bras de Rodrigue. Et lui, la serra pour la première fois comme un père. Le lundi arriva. Rodrigue se leva à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Émilie descendit en uniforme, trop grand pour elle, queue de cheval en désordre. Lucas la regarda, admiratif. On dirait quelqu'un d'important. Elle rougit légèrement. À table, elle picora son pain sans appétit. Ça va, demanda Rodrigue. Elle hocha la tête sans le regarder. Nerveuse? Un peu. J'ai jamais été longtemps à l'école, je déménageais toujours. Cette fois, tu vas rester. Le trajet jusqu'à l'école fut silencieux. Devant l'entrée, Émilie hésita. T'es sûr que j'ai le droit d'entrer? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le début de ta vraie histoire. Elle entra, lentement. Rodrigue la regarda jusqu'à ce qu'une autre élève l'aborde, lui parle, puis lui prenne la main. Elles entrèrent ensemble. Les heures passèrent. À 14 heures, Rodrigue attendait déjà devant l'école. Émilie sortit, poussiéreuse mais légère, une feuille froissée à la main. Comment ça s'est passé, demanda-t-il. Bien, répondit-elle, puis ajouta, je suis dans le groupe des lecteurs lents, mais la maîtresse est gentille. Elle m'a demandé si j'aimais dessiner. Une fille m'a donné un crayon qui sent la pastèque. Elle sortit son dessin, elle, Lucas et Rodrigue, sous un arbre. En haut, écrit en gros, ma nouvelle famille. On peut le coller sur le frigo, demanda-t-elle. On peut l'encadrer, si tu veux. Elle sourit, doucement, dans le miroir. Le soir venu, c'est Émilie qui lut l'histoire. Lucas écoutait, fasciné. L'école c'était bien? Oui, mais le mieux, c'est de revenir ici. Rodrigue, depuis la porte, voyait deux enfants reconstruire ce que le monde leur avait volé, leur enfance. Le mardi débuta paisiblement. Mais à midi, le téléphone sonna. Monsieur Rodrigue Lucien? Ici la juge Morel. Un parent éloigné, une tante maternelle, a demandé à être intégrée à la procédure. Elle veut revendiquer un lien avec Émilie. Il faudra qu'elle se présente demain. Le cœur de Rodrigue se serra. Il avait cru que le pire était passé. Ce soir-là, il fit tout pour paraître normal. Mais Émilie le perçut. Tu es bizarre. Je suis juste fatigué. Plus tard, lorsque Lucas dormait, il s'assit à côté d'elle. Il faut que je te parle. Demain, on retourne au tribunal. Ils disent qu'une parente est apparue, quelqu'un qui prétend vouloir veiller sur toi. À ces mots, le visage d'Émilie se figea, comme gelé par une peur venue de loin. Ses grands yeux noisettes, d'ordinaire si vifs, cherchèrent aussitôt un refuge dans ceux de Rodrigue. Une tante? Balbutia-t-elle, le souffle court. Ils affirment que c'est la sœur de ta mère, reprit doucement Rodrigue, pesant chacun de ses mots. Mais, ma mère ne m'a jamais parlé d'une sœur. Peut-être qu'elle vivait séparée? L'hypothèse resta suspendue entre eux comme un fil fragile. Nous n'en savons rien pour l'instant, répondit-il. Ce qui est sûr, c'est que nous devons nous présenter devant la juge, elle décidera ce qui sera le mieux pour toi. Un long silence tomba. La petite fronça les sourcils, puis, d'une voix presque inaudible. Je ne veux pas partir.
Rodrigue sentit son cœur se serrer. Il posa une main rassurante sur l'épaule frêle de la fillette. Moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Mais quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble. Les yeux d'Émilie se remplirent d'une frayeur muette, pourtant, au milieu de cette inquiétude, il y avait une étincelle de confiance, comme la braise obstinée d'un feu qu'on refuse de laisser mourir. Cette nuit-là, Rodrigue ne dormit pas. Il erra d'une pièce à l'autre, hanté par chaque souvenir partagé avec Émilie, sa première entrée tremblante dans le jardin, les dessins gays scotchés sur le réfrigérateur, les éclats de rire qui avaient rendu à Lucas le goût de l'enfance. Il ne pouvait se résoudre à l'idée de perdre ce cadeau venu de nulle part. Dans le couloir plongé dans la pénombre, il s'arrêta devant la chambre de Lucas. La porte entrebâillée laissait filtrer une lueur chaude. Émilie dormait sur un matelas posé tout près du lit, serrant contre elle son nouveau sac à dos élimé. Lucas, lui, tenait sous son oreiller l'une des lettres qu'elle lui avait écrites. Rodrigue les contempla longtemps, sa gorge nouée, avant de murmurer. « Demain, petite guerrière, demain nous nous battrons pour toi, coûte que coûte. » L'aube se leva sous un ciel d'acier, comme si le jour lui-même devinait la bataille à venir. Rodrigue prépara le petit déjeuner en silence, ses mains trahissant un léger tremblement. Lorsqu'Émilie descendit l'escalier, vêtue de son uniforme d'école mais sans cartable, Lucas la scruta avec inquiétude. « Où vas-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Au tribunal avec papa » répondit-elle, d'un ton si faible qu'il en parut brisé. « Tu vas revenir ?» Elle s'accroupit, l'enlaça de toutes ses forces et força un sourire. « Bien sûr que je reviens, idiot. On va juste écouter des adultes très ennuyeux. » Mais Rodrigue, planté près de la porte, savait qu'aucune promesse n'était garantie. Le tribunal se révéla austère, murs blanchis à la chaux, néons froids, chaises en plastique trop alignées à un décor sans chaleur, parfait pour figer les émotions. Émilie serrait la main de Rodrigue si fort qu'il sentait ses petits doigts trembler. Une femme brune, coiffée sobrement, entra. Ses traits fatigués portaient pourtant une douceur indéniable. « Tu es Émilie » demanda-t-elle, la voix voilée d'émotion. La fillette, inquiète, se dissimula derrière Rodrigue. « Je m'appelle Marie. Je suis la sœur de ta maman. » Un filet de tension crispa l'air. Émilie demeura muette, Marie poursuivit, presque suppliant. « Je ne suis pas venue te faire du mal. Je veux seulement savoir comment tu vas. » On les fit entrer dans le bureau exigu de la juge, étagère saturée de dossiers, drapeau tricolore dans un coin, parfum subtil de papier ancien. « Nous sommes ici pour statuer sur la garde d'Émilie Diaz », annonça la magistrate avec un calme solennel. « Madame Marie, Monsieur Lucien, merci d'être présent. » Marie raconta sa vie modeste à Veracruz, son emploi d'employée domestique, ses 2 grands-enfants, sa découverte tardive de l'existence d'Émilie. « Je n'ai pas grand-chose, conclut-elle, mais j'ai une chambre pour elle. Je ne veux pas qu'elle finisse dans la rue. » Ces mots, pleins de sincérité, éveillèrent en Rodrigue un respect mêlé de crainte. La femme n'était pas une menace par méchanceté mais par amour, et cela compliquait tout. À son tour, il exposa le miracle qu'avait représenté la petite, comment Lucas avait retrouvé le rire, comment la maison s'était emplie de couleurs, comment Émilie était devenue indispensable. Il présenta des vidéos, des dessins, des lettres maladroites, fragments d'une vie soudain plus vaste. La juge se tourna vers l'enfant. « Et toi, ma chérie, que désires-tu » Émilie se redressa, inspira, et dit avec une détermination tranquille. « Je veux rester avec Rodrigue et Lucas. Je ne sais pas si elle est vraiment ma tante, je ne la connais pas. Ici, je me sens en sécurité, j'ai mon école, mon lit, un ami, une famille. » Un silence dense suivit. La juge ferma les yeux un instant, comme pour écouter une voix intérieure, puis déclara. « Je prendrai ma décision dans les jours à venir, exclusivement guidée par le bien-être de l'enfant. » En quittant la salle, Émilie agrippa la main de Rodrigue plus forte encore, comme si elle craignait qu'un seul battement de cœur puisse les séparer. Les jours suivants furent une longue marche sur un fil. À l'extérieur, tout semblait normal, école pour Émilie, kinésithérapie pour Lucas, bureau pour Rodrigue. Mais à l'intérieur, l'angoisse rongeait chaque minute. Le moindre son de téléphone faisait sursauter la fillette, elle baissait alors la tête, persuadée qu'on allait l'arracher à son nouveau monde. Rodrigue tâchait de garder contenance, mais il découvrit en lui une peur viscérale, celle de perdre non une simple protégée, mais sa fille de cœur. Un mercredi, Émilie rentra de l'école le visage fermé. Elle se réfugia dans sa chambre et n'en sortit que pour le dîner.
Quelque chose s'est-il passé, demanda Rodrigue, inquiet. Non. La réponse tomba, sèche, sans un regard. C'est l'histoire de la juge, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules, les lèvres pincées. Après un long silence, elle murmura. Une fille a dit que si je n'ai ni maman ni papa, on me placera dans un foyer. Rodrigue sentit une colère sourde monter en lui. Écoute-moi bien, souffla-t-il en posant la main sur son épaule. Tu n'es pas seul. Cette maison est à toi. Lucas a besoin de toi, et moi aussi. Si la décision est défavorable, alors je chercherai une autre voie. Je ne te laisserai pas partir. Le regard d'Émilie se releva, habité d'un mélange de douleur et d'espoir, comme une fenêtre entr'ouverte sur un ciel orageux. Puis-je dormir avec Lucas ce soir? Bien sûr, il en sera ravi. Cette nuit-là, les deux enfants s'endormirent côte à côte, Lucas serrant son doudou, et Émilie un livre entr'ouvert. Rodrigue, depuis la porte, les veilla comme un gardien silencieux. Puis il descendit dans son bureau, ouvrit la boîte où il conservait les lettres d'Émilie et les relut une à une. C'était plus que des mots, des éclats d'âme, la preuve qu'une enfant abandonnée pouvait encore croire au miracle. Au bout de sa plume, il écrivit à la juge. Elle ne porte pas mon sang, mais elle porte ma maison dans ses pas. Mon fils, qui avait presque oublié comment rire, est redevenu un enfant grâce à elle. Ne nous arrachez pas cela. Il scella l'enveloppe, la glissa dans sa veste. Le lendemain, pensa-t-il, serait peut-être décisif. Jeudi se leva sous une lumière étonnamment douce, l'or pâle du matin glissait sur les murs comme un présage. Rodrigue mit un soin particulier à préparer le petit déjeuner, œufs brouillés pour Lucas, tartines beurrées pour Émilie, jus d'orange frais pour tous. Mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. À 10h30, son téléphone vibra, le numéro du tribunal s'afficha. Bonjour, monsieur Lucien. Ici la greffière de la juge Morel. J'ai la décision. Souhaitez-vous l'entendre par téléphone? La voix de Rodrigue se fit rauque. Oui, s'il vous plaît. Un léger souffle à l'autre bout, puis. Après examen des rapports scolaires, des déclarations de l'enfant, et de votre demande d'adoption, la juge vous accorde la garde provisoire en vue d'une adoption définitive. Madame Marie renonce à tout recours, considérant que l'enfant a déjà trouvé sa famille. Le monde sembla s'immobiliser. Une chaleur submergea Rodrigue, débordant de ses yeux. Merci, parvint-il à articuler avant de raccrocher. Il demeura un instant immobile, le téléphone serré contre sa poitrine, laissant les larmes couler librement. Puis il appela la maison pour qu'on ramène les enfants plus tôt de l'école, il voulait leur annoncer la nouvelle sans attendre. À 15h, Émilie et Lucas franchirent le seuil en trombe. Rodrigue les attendait dans le salon, un dossier de documents à la main. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Lucas, intrigué. Ils ont appelé, interrogea Émilie, le cœur au bord des lèvres. Rodrigue s'agenouilla, écarta doucement le dossier, et ouvrit ses bras. Émilie, la juge a dit que tu restes. Officiellement, tu fais déjà partie de notre famille. Le chemin n'est pas tout à fait terminé, mais plus rien ne pourra te séparer de nous. La fillette resta un instant pétrifiée, comme si les mots avaient besoin de traverser un épais brouillard. Puis elle poussa un cri joyeux, se jeta au cou de Rodrigue, entraînant Lucas dans une étreinte à trois. Je vous l'avais dit, idiot, sanglota-t-elle, mi-rire, mi-larmes. Lucas éclata de rire et, dans ce rire, on entendit la promesse d'un avenir où la peur n'aurait plus la même place. Rodrigue, la voix brisée par l'émotion, murmura. Bienvenue à la maison, ma fille. Pour la première fois depuis des années, il sentit que le mot famille n'était plus une idée abstraite mais un foyer vivant, forgé par l'espoir, la persévérance et l'inattendue tendresse d'une enfant qui avait osé frapper à la porte d'un jardin inconnu. Désormais, aucun décret au monde ne pourrait effacer ce lien, car il était écrit dans le cœur de chacun d'eux, plus fort que la peur, plus solide que le sang. Rodrigue leur prit les mains, les serra avec une tendresse retenue, et dit d'une voix légèrement tremblante. La juge a décidé. Émilie, tu restes avec nous. Cette maison, c'est la tienne maintenant. Tu fais partie de notre famille. Un cri de joie jaillit aussitôt de la gorge de Lucas. Il bondit vers Émilie et l'enlaça avec tant d'élan qu'il semblait vouloir la retenir pour toujours, comme s'il avait eu peur qu'elle s'évapore. Émilie, elle, resta immobile quelques secondes, le regard figé sur Rodrigue. Vraiment? Vraiment, papa? Ce mot, papa, tomba dans la pièce comme une pluie douce après des mois de sécheresse.
C'était la première fois qu'elle le disait, la voix vacillante mais chargée d'une confiance fragile. Rodrigue sentit son cœur se serrer. Dans ses yeux brillait une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. Il ne répondit pas avec des mots, seulement avec un geste, il ouvrit les bras. Émilie s'y jeta aussitôt et le serra de toutes ses forces. Et pour la première fois depuis qu'elle avait posé les pieds dans cette maison, Émilie pleura. Non pas de peur. Non pas de solitude. Mais parce qu'elle venait de comprendre qu'elle n'aurait plus jamais à partir. Les jours suivants prirent un tout autre goût. Plus léger. Plus chaud. Plus vivant. La maison, jadis si bien rangée et silencieuse, respirait à présent comme un véritable foyer. Émilie se mettait à marcher dans les couloirs comme si chaque pas la reliait un peu plus au sol. Elle ne tournait plus la tête à chaque bruit, ne rangeait plus ses affaires dans son sac comme si elle pouvait être chassée à tout moment. Elle laissait les crayons traîner sur la table, les feuilles dessinées pendaient sur le frigo. Ses chaussures parfois abandonnées au pied du canapé. Comme une enfant qui savait enfin qu'elle avait le droit d'exister ici, librement. Comme une enfant aimée. Rodrigue lui-même semblait changer. Ses traits étaient moins tendus, ses gestes plus souples, sa voix plus douce. Il restait le soir à lire dans le salon pendant que Lucas et Émilie dormaient, dans des chambres séparées au choix d'Émilie mais avec les portes toujours entr'ouvertes, prêtes à accueillir un pas, une peur, un rêve. Un samedi, ils se promenaient tous les trois dans le parc. Lucas, concentré, poussait sa propre chaise. Émilie marchait à côté, racontant avec entrain une histoire qu'elle voulait écrire. Rodrigue, quelques pas derrière, les observait, le cœur gonflé d'un mélange d'orgueil et de gratitude. Et si le personnage s'appelait Lulu ? Proposa Émilie. Et c'était un dragon qui ne pouvait pas voler, ajouta Lucas. Mais il trouvait une chaise roulante magique, s'exclama Émilie avec des yeux pétillants. Rodrigue les rejoignit, amusé. Ce conte, on va l'encadrer quand vous l'aurez fini. Tu crois qu'on peut vraiment l'écrire ? Demanda Émilie, incertaine. Bien sûr. On peut faire plein de choses ensemble. Lucas le regarda alors de biais, une étincelle dans les yeux. Papa. On est une vraie famille maintenant, hein ? Rodrigue s'agenouilla à leur hauteur. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi je dis que oui, répondit Émilie. Parce qu'on ne se ressemble pas, mais on se sent pareil à l'intérieur. Lucas hocha la tête, comme si c'était l'évidence même. Rodrigue sourit. Alors oui. On l'est. Ce soir-là, alors que la maison dormait, Émilie entra dans le bureau de Rodrigue, où il classait des documents. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Pourquoi m'as-tu cherché ce jour-là ? Rodrigue leva les yeux, son regard profond, calme, sincère. Parce que je me suis rendu compte que j'avais expulsé de chez moi la seule personne qui faisait encore sourire mon fils. Et parce que j'ai compris que peu importe d'où vient quelqu'un, comment il est habillé, ou s'il sent la rue. Si cette personne donne de l'amour à celui qu'on aime, elle mérite une place dans notre vie. Émilie baissa les yeux, émue. Je croyais que je grandirais seul. Et moi, que je vieillirais seul, répondit-il. Ils se regardèrent, un silence doux s'installa entre eux. Mais regarde, dit-il enfin. On avait tous les deux tort. Le lendemain matin, Rodrigue encadra un vieux dessin qu'Émilie avait fait des semaines plus tôt, elle, Lucas, et lui, main dans la main sous un arbre immense. En haut, écrit d'une main enfantine mais pleine de détermination, on lisait « Ma nouvelle famille ». Il l'accrocha au centre du salon, comme un chef-d'œuvre. Et ça en était un. Ils n'avaient pas le même nom. Ils ne partageaient pas le même sang. Mais ils avaient quelque chose de bien plus fort, une histoire. Une histoire qui les avait choisis. Une histoire dans laquelle personne n'avait été sauvé seul. Une histoire où la maison n'était plus simplement une maison, mais le cœur battant de trois vies réunies. Les saisons passèrent. La routine changea. Mais ce qui ne changea pas, c'était cette façon unique qu'ils avaient de se regarder, avec confiance. Avec tendresse. Avec la certitude que, désormais, plus personne ne serait seul. Rodrigue, qui autrefois comptait le temps en contrats et en chiffres, le mesurait à présent dans les pas hésitants de Lucas, dans les bulletins de notes d'Émilie, dans les dîners bruyants où l'on riait fort de tout et de rien. Il avait découvert une richesse qui ne s'évalue pas en euros, mais en câlins du matin. En mots griffonnés sur des dessins. En silence partagé. Lucas progressait peu à peu, acceptant de ne pas tout réussir du premier coup. Et toujours, Émilie à ses côtés,
l'encourageait, le taquinait, le tirait vers le haut. Ensemble, ils inventaient des mondes, des jeux, des histoires. La chaise roulante n'était plus un obstacle, mais un trône pour des aventures. Émilie elle-même s'épanouissait. Elle n'était plus la petite fille méfiante du premier jour. Elle avait des amis, elle participait en classe, elle écrivait des contes. Elle parlait parfois de son passé, mais avec une force tranquille, comme on parle d'un vieux livre qu'on a fini de lire et qui nous a changés. Un après-midi, alors qu'ils prenaient leur goûter sur le balcon, Rodrigue reçut une enveloppe avec un sceau officiel. Il l'ouvrit, les mains tremblantes, et lut en silence. Puis il leva les yeux. « Que se passe-t-il » demanda Émilie. Rodrigue sourit. « C'est officiel. L'adoption est définitive. Il n'y a plus rien à signer. Tu es légalement ma fille. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle contempla l'horizon, là où le soleil se couchait lentement. « Mais, tu m'appelais déjà ta fille avant, non ? » « Oui, » répondit-il. « Car pour moi, tu l'étais déjà. Depuis le jour où je t'ai retrouvé, près de ce conteneur. » Elle sourit doucement. « Alors ce papier, ce n'est qu'un détail. L'essentiel, on l'avait déjà. » Lucas les attrapa tous les deux dans ses bras maladroitement mais avec cette force sincère propre aux enfants. « On est une famille un peu bizarre, non ? » « La meilleure sorte de bizarre, » répondit Émilie. « Celle qu'on trouve par hasard et qu'on ne lâche plus. » Des années plus tard, lors d'une foire scolaire, Émilie présenta un conte intitulé « La fille qui apprit à voler sans elle ». L'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas marcher. Et d'une fille sans maison. Ensemble, ils découvrirent qu'on n'avait pas besoin de pieds pour courir, ni d'un toit pour se sentir chez soi. Il suffisait de quelqu'un qui croit en vous, quand vous-même vous n'y arrivez plus. Le jury lui attribua une mention spéciale. Mais ce n'était pas ce prix qui comptait. En descendant de la scène, Rodrigue la serra dans ses bras, les yeux embués, pendant que Lucas, du premier rang, cria fièrement. « C'est ma sœur. » Elle éclata de rire. Ce rire pur qu'elle avait su garder. « Et toi, le frère qui m'a sauvé, sans le savoir. » Car au fond, Émilie n'avait jamais vraiment cherché un toit. Elle cherchait un lieu où l'on pourrait l'aimer, sans condition. Rodrigue ne cherchait rien. Et pourtant, il avait trouvé. Trouvé la pièce manquante de sa vie. Et au milieu du tumulte de la ville, de ses jugements, de ses erreurs et de ses peurs, 3 personnes s'étaient choisies. Et cela avait suffi pour tout recommencer. Pas comme avant. Mais en mieux.